Premier thème de débat cet après-midi, narcotrafic quand ceux qui luttent deviennent des cibles. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a bien insisté sur le fait que le frère d'Amin Kessassi était gravement menacé, mais pas que. Tous ceux qui luttent contre le narcotrafic le sont. On va écouter Gérald Darmanin. Oui, je pense qu'il est très menacé, oui. Alors, il n'est pas le seul. Il y a aussi 15 magistrats qui aujourd'hui enquêtent sur le narcotrafic et qui sont protégés par la police, parfois leur famille. Donc la peur est importante. C'est pour ça que l'État doit être extrêmement ferme et que je porte les prisons de haute sécurité, le statut du repenti, la lutte contre le narcotrafic comme étant une menace qui est une menace de sécurité intérieure. Alors, nos experts et nos invités pour en parler. Audrey Goutard, bonjour Audrey. Bonjour. Notre spécialiste des questions de société. Frédéric Saliba, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Cartel, Voyage au pays des narcos aux éditions du Rocher. Et Maurice Signolet, merci également d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire, auteur de La police ne peut plus rien pour vous aux éditions de l'Artilleur. Audrey, pour commencer, on a entendu Gérald Darmanin nous donner quelques chiffres sur les magistrats menacés, mais est-ce qu'on a une idée de l'état de la menace aujourd'hui pour ceux qui luttent contre le narcotrafic? Combien de personnes sont menacées en France et quel est vraiment l'état de cette menace? À quel degré ils sont menacés? En fait, c'est difficile d'avoir un chiffre précis parce que vous comprenez bien que cette menace, elle est diffuse et protéiforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul type de menace avec un message et un petit cercueil envoyé à domicile. Ça peut être aussi des pressions, ça peut être... Bref, il y a une multitude de façons de faire taire les uns et les autres ou de les opprimer aujourd'hui en France. Et ça n'est pas très nouveau, il faut le dire, mais plus le trafic de stupéfiants augmente, plus ce type de menace augmente de fait. Vous avez des journalistes qui ont été clairement menacés, qui ont dû disparaître un petit peu de la circulation pendant un certain temps, parce que ces menaces, même s'il n'y avait pas une réalité obligatoirement immédiate... Le problème, c'est qu'on ne sait jamais. Donc, c'est voilà, toute la subtilité exactement, c'est exactement cela. Vous êtes toujours obligé de prendre très au sérieux, et les services de police prennent très au sérieux ce type de menace. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la menace va être exécutée. Ou alors, ça veut dire vraiment, parce qu'il y a aujourd'hui certains groupes criminels qui sont extrêmement puissants et armés, qui, eux, n'hésiteront pas à commettre les exactions qu'ils promettent. Frédéric Saliba, dans d'autres pays où le narcotrafic est très important, comment on lutte ou comment est-ce qu'on a réussi à lutter contre ces menaces, justement, ceux qui luttent contre les avocats, les magistrats, les policiers, les journalistes? En fait, c'est une pression permanente. Moi, je connais très bien le Mexique. J'ai été longtemps correspondant là-bas. Et en effet, au Mexique, les gens sont menacés. Alors, on parle d'Amin Kessassi, mais il y a évidemment donc les militants. Il y a les élus aussi menacés, les procureurs, les juges. Nous avons aussi des dockers qui sont menacés. Et donc, en effet, il faut... et dans certains pays, ils sont plus habitués qu'ailleurs. En Italie, notamment, où ils sont plus rompus à ce type de protection. C'est difficile dans le cas d'Amin Kessassi parce qu'on commence, en fait, on est en pleine campagne pour les municipales, et donc il va falloir protéger un homme public, et ça, c'est très compliqué. Alors, les services français sont habitués à ça, et on a des gens de très haut niveau, et on le voit, ils ont su intervenir au bon moment, en fait, en tout cas le concernant, mais c'est vrai que la campagne va l'exposer davantage, et en fait, il y a comme ça une structure, une menace qui passe évidemment, alors au début par la corruption, ou la pression, et puis par les menaces, et donc les services de police français sont obligés de s'adapter. Il y a déjà, en fait, des échanges entre la police italienne, la police française, même des échanges avec la police mexicaine, et donc ils connaissent ce type de choses. Attention, une bavure est jamais, en tout cas une erreur, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Au Mexique, moi, j'ai moi-même des amis, des collègues, journalistes qui ont été assassinés et qui étaient protégés. Donc la protection n'est pas comme ça une immunité totale. Et on le voit même aussi sur le sujet des familles, des familiers. Parce qu'en fait, le crime organisé s'organise et a tendance, et on l'a vu avec le crime, le meurtre d'intimidation qui a touché le frère d'Amin Kessassi, Mehdi. Et donc, en effet, la question se pose de savoir si l'État français a comme ça une vision globale en fait de la menace, où c'est pas seulement les personnes qui sont menacées, mais leurs proches, voire leurs collègues qui peuvent être en ligne de mire. Je voudrais qu'on voit et qu'on regarde à quoi ressemble ce type de protection, et je vous ferai réagir juste après. Vous faisiez allusion justement à la protection spécifique
autour d'Amin Kessassi, puisque vous le disiez, il est aussi candidat au municipal. Et jeudi dernier, il assistait à un meeting du Parti socialiste dans le cadre de ces municipales et il a dû être exfiltré en urgence parce qu'il y avait manifestement une menace imminente. Je vous propose de regarder ce sujet de Peggy Moget. La venue d'Amin Kessassi à ce meeting avait été tenue secrète jusqu'à la dernière minute, comme chacun de ses déplacements, compte tenu des menaces qui pèsent sur le militant engagé contre le narcotrafic. Jeudi soir, dans cette salle d'Aix-en-Provence, il entame une conférence de presse. C'est alors que ses gardes du corps l'interrompent. La scène ne dure que quelques secondes, comme on l'entend sur cet enregistrement. Pardon ? Pardon, je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe. Cette exfiltration éclair a été déclenchée en raison d'une menace prise très au sérieux par les services de renseignement. Une enquête a été ouverte. Amin Kessassi, 22 ans, vit depuis l'été dernier sous protection policière. Sa tête a été mise à prix par des groupes criminels. Protection renforcée en novembre après l'assassinat de son frère Mehdi en plein jour à Marseille. Depuis, il a dû quitter la ville et ses agents lourdement armés, au visage caché, ne le lâchent pas d'une semelle. Le prix à payer pour ne pas renoncer à ses engagements. Outre les 4 policiers, dont un chauffeur qui l'accompagne en permanence, il ne se déplace qu'en voiture. Véhicule fouillé plusieurs fois par jour. Le port du gilet pare-balles est obligatoire s'il doit tracter sur la voie publique. Quant à ces trajets, ils ne sont jamais communiqués à l'avance. La meilleure sécurité, c'est justement d'être imprévisible dans les déplacements, dans les voitures. C'est l'habitude. Et le pire ennemi, il faut que le chef de l'équipe de protection soit le seul pratiquement à décider quel itinéraire il va prendre. À chacune de ces apparitions, tous les invités sont aussi triés sur le volet. Aucun bain de foule autorisé pour Amin Kessassi. Maurice Signolet, quand on voit ce qui s'est passé jeudi, on a presque l'impression qu'on est dans un film d'action, enfin avec des cartels de partout. Comment ça se passe le travail des policiers dans ce type de protection si spécifique ? Mon collègue Eric Steinlein vous l'a bien expliqué. Hein. C'est d'abord une protection rapprochée, qui est très importante. Si on peut se réjouir, entre guillemets, de voir que la police prend très au sérieux ces menaces et que des mesures de sécurité extrêmes sont prises, on doit, d'un autre côté, s'en inquiéter énormément, quoi. Parce que c'est la démonstration qu'on est dans les prémices d'une submersion du narcotrafic. Moi, mes cheveux blancs en témoignent. J'ai été à la brigade des stupéfiants. J'ai connu une époque où le trafic de stupéfiants était quelque chose de marginal. Il faut savoir que jusque dans les années 70, à Paris, il n'y avait même pas de brigade des stupéfiants. C'était un groupe, la brigade des mœurs, qu'on avait mis en place. Et on disait que, entre nous, on disait que le fichier des toxicomanes tenait dans une boîte à chaussures. Vous aviez quand même la French Connection et des grands trafics des années 70. Ça trafiquait, ça faisait que passer. En tous les cas, les consommateurs, on arrivait encore à maîtriser tout ça. On arrivait encore à maîtriser tout ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un mal de chien à maîtriser, quoi. On en parlait tout à l'heure en aparté avec le journaliste. On voit aujourd'hui les cartels d'Amérique du Sud qui auparavant ne faisaient que vendre, aujourd'hui commencent à se déplacer, commencent à venir sur notre territoire, donner des conseils, orienter, etc. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Audrey, certains comparent cette situation que vous dites aujourd'hui qui est difficile à maîtriser à la lutte contre le terrorisme. Oui, effectivement, on peut faire des comparaisons. Souvenez-vous de ces personnalités, et notamment de cette jeune femme qui a été protégée, qui est encore aujourd'hui protégée et cachée parce qu'elle a participé à la lutte contre le terrorisme. On voit bien que nous sommes face à un groupe, un groupe tentaculaire extrêmement puissant qui a énormément de moyens et qui a envie en ce moment d'aller plus loin, c'est-à-dire ne pas simplement commercer, parce qu'ils ont beaucoup d'argent déjà, mais aussi s'infiltrer dans notre société, s'infiltrer dans nos réseaux économiques. Et les municipales, ça n'est pas anodin. Les élections et les élections municipales, c'est très important pour les trafiquants de stupéfiants. Ils regardent énormément ce qui se passe. Ils essayent de rentrer justement dans les municipalités. Ils essayent d'infiltrer ce domaine-là. C'est dit par tous les experts. Menacer d'une certaine façon pour influencer le résultat d'élections et voilà, pour qu'on leur laisse libre cours dans certains quartiers. Il y a ça. Et puis l'objectif des trafiquants, c'est de placer leur argent.
ils ont énormément d'argent, qui est une espèce de cash et qui est de l'argent sale. Donc l'objectif des grands cartels de trafic, c'est de blanchir leur argent. Quelle est la façon de blanchir son argent ? Eh bien, c'est d'investir dans des projets immobiliers, c'est d'investir dans des associations, c'est bref, se positionner dans du privé, de se positionner et d'investir des capitaux. Et c'est vrai qu'une municipalité fragilisée et infiltrée par le trafic de stupes est menacée, eh bien, ça va permettre d'accéder à des marchés. En lien avec l'islam radical, c'est à peu près le même processus. C'est de s'infiltrer à plusieurs niveaux. Avec des objectifs totalement différents. Non, mais leur religion, c'est l'argent. Voilà, si on doit dire ça. Les trafiquants, leur religion, c'est l'argent. Et donc, effectivement, tous les moyens sont bons parce que c'est du capitalisme sauvage. Frédéric Saliba. Je pense que la menace est plus importante que le terrorisme en termes de menaces par rapport aux personnes, notamment. À la veille de ces élections, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que l'emprise locale est fondamentale pour les organisations mafieuses et que évidemment, ce moment des élections est particulièrement est un moment où il y a une pression. Alors cette pression, elle pèse au moment des élections, mais aussi sur des procès, sur des magistrats. Il faut voir ce que c'est que vivre sous protection. Hein. Ça veut dire de renoncer énormément à sa liberté de mouvement, à ces choses. Et on peut imaginer, par exemple, des gens hésiter à se consacrer à une carrière, d'être magistrat, par exemple spécialisé. Là, on parlait du PNACO et de ce nouveau parquet, donc spécialisé dans le narcotrafic. Il faut savoir quand même que ces magistrats vont quasiment tous être protégés, en fait, quelque part, et que les menaces, même si elles sont fluctuantes, elles ne vont cesser d'augmenter. Et c'est vrai que c'est quasiment un sacerdoce de lever la voix aujourd'hui contre les organisations de narcotrafiquants en France. Ça veut dire accepter de vivre protégé et que tous ces déplacements soient... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit être protégé ? C'est 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire ses courses sans une protection, on ne peut pas aller voir quelqu'un... comme ça, sans aucune protection, pas prendre les transports en commun. Les enfants de ces personnes vont à l'école. À différents degrés. Évidemment, j'imagine bien. Oui, il y a des niveaux de protection. Pour ces magistrats, par exemple. Il y a des niveaux de protection. Il y a des magistrats qui sont protégés depuis fort longtemps. Hein. Mais il est vrai que c'est plus une vie. Hein. Sincèrement, vous n'êtes plus maître de vos mouvements. Hein. C'est même pour recevoir des amis, pour aller voir des amis, il faudra qu'on regarde l'itinéraire, qu'on voit exactement où c'est, etc. Comment faire tout ça. Donc c'est extraordinairement compliqué. Hein. Moi, je pense qu'on s'achemine vers une vague submersive, c'est très clair. Moi, ce qui me fait encore le plus peur, c'est l'arrivée des opioïdes, de tous les produits de synthèse qui vont peut-être même supplanter à un moment donné la cocaïne. Et là, ça va être encore plus difficile. Mais je pense que même pour les policiers, ça va pour trouver des volontaires pour aller. Mais oui. Et ça va ils se sentent eux aussi forcément menacés. D'autant que je pense que on est arrivé également à une pierre d'achoppement au niveau procédural. Je pense qu'à un moment donné, il faudra certainement revoir toute la trame procédurale policière. Vous savez que pendant très longtemps, par exemple, le recours aux informateurs, il va falloir à un moment donné éclaircir la situation et puis permettre aux policiers d'être beaucoup plus intrusifs comme ils l'ont été à une certaine époque. Audrey, sur le rôle des policiers, est-ce que pour eux aussi c'est une mission risquée de protéger ? Pour avoir fait beaucoup de reportages avec des policiers, même dans des zones extrêmement risquées, je n'ai pas vu de policiers inquiets parce qu'il y a l'esprit de groupe quand même. On travaille en groupe, on travaille ensemble, vous l'avez certainement vécu. Il y a beaucoup de policiers mutés quand même, qui demandent en réflexion. Alors après, il y a des policiers qui sont effectivement embedded, comme on dit, qui sont en infiltration dans les groupes, dans les cartels. C'est évidemment des policiers qui prennent d'énormes risques. Il y a des policiers qui sont sur le terrain du quotidien, qui peuvent être très très attaqués, ne serait-ce que par exemple des pancartes, des tags sur les murs avec leur nom, sur leur maison. Donc il y a une intimidation évidente. Il y a de toute façon un vrai problème et on est à la croisée des chemins. Soit on donne les moyens aux policiers et à la justice de vraiment se confronter à cet énorme réseau et à cette énorme industrie de la drogue, soit on reste petit bras et effectivement là le combat est perdu. Donc on le voit dans les prisons, on va entendre certainement Gérald Darmanin, mais dans les prisons la nécessité de travailler sur
ces commanditaires qui, de leur cellule, sont capables d'organiser un meurtre. Il en avait effectivement très largement parlé il y a quelques Absolument. mois. Effectivement. Sur les condamnations, géraient des appartements à Dubaï. Absolument. Depuis leur prison. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a expliqué que les temps étaient tellement longs pour arriver à un jugement qu'il y avait des types en prison qui auraient dû être jugés depuis longtemps, notamment pour crime et pour trafic, qui ne le sont pas. Donc on voit bien que la réponse n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Mais en même temps, c'est la première fois que j'entends les pouvoirs publics prendre la mesure quand même de cet énorme problème qu'est le trafic de stupéfiants. Si vous voulez, la procédure est déjà dérogatoire en matière de stupéfiants, les gardes à vue de 4 jours, les perquisitions de nuit, etc. Mais je pense qu'il faudra aller encore au-delà, puisqu'on a pris conscience du problème, de la gravité du problème, et je pense qu'il faudra aller vraiment au-delà. Il faudra peut-être revoir encore une fois cette dérogation au code de procédure pénale, si on veut donner vraiment. C'est pas qu'une histoire de moyens matériels et de voitures, etc. C'est aussi des moyens juridiques qui nous permettent ça. Et le dernier point, c'est qu'à un moment donné, quand il y a du trafic, il y a des consommateurs. Donc, si le trafic augmente, c'est aussi parce que les consommateurs augmentent. Et c'est vrai que c'est l'autre jambe du problème. C'est que tant qu'on ne gérera pas sanitairement les consommateurs, on n'arrivera jamais à endiguer le trafic, parce que les trafiquants, ils savent à qui vendre, vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut à la fois gérer les trafiquants, mais aussi gérer les consommateurs. Oui, on voit bien qu'on est dans une logique mafieuse, en fait, une logique de la peur. Derrière Amin Kessassi, il y a beaucoup d'autres militants anti-narco qui sont derrière, et lui, quelque part, paye un peu les pots cassés avec cette menace et cette exposition, parce qu'il y a un enjeu, un véritable enjeu, du côté des organisations mafieuses, de passer un message clair de quiconque se mêle de notre business peut être menacé à la vie. Il faut savoir, moi j'ai quand même des amis qui ont été menacés journalistes, vous avez quand même des chocs post-traumatiques une fois que vous êtes menacé. Pourquoi ? Parce que la menace est diffuse. Et on a l'impression que la menace est partout. Et on a l'impression que c'est ce qu'on appelle des conflits de basse intensité, c'est-à-dire que vous ne savez pas, à la différence d'une guerre où il y a des camps et des tranchées, etc., là, la menace est partout. Et donc, vous êtes en hyper-vigilance, c'est épuisant pour les gens qui sont menacés. Oui, et j'ai une dernière question après. Pardon. Et au-delà de la menace directe par les trafiquants, il y a l'angoisse de ne pas pouvoir être défendu, notamment par le biais de la corruption. Par exemple, au Mexique... Ma question. Ah bah voilà. Par exemple, si on reprend l'exemple du Mexique, où en 2022, vous avez eu 17 journalistes qui ont été tués. Effectivement, il y a des programmes que vous connaissez bien mieux que moi qui existent et qui sont censés protéger les journalistes. Mais certains journalistes mexicains préfèrent ne pas intégrer ces programmes de peur qu'il y ait une telle corruption au niveau des policiers, au niveau des magistrats, qu'ils exposeraient encore plus leur vie. Donc, à partir du moment où vous vivez, et ce n'est pas le cas de la France, mais c'est le cas du Mexique, dans un État où, dans certaines régions, la corruption est c'est tellement gangréné, il y a de telles interconnexions entre le trafic et les politiques et les policiers et la justice qu'effectivement, c'est la déliquescence d'une démocratie et d'une république. Mais là, Audrey disait d'ailleurs tout à l'heure qu'on était dans un contexte municipal, de politique, et que donc ça n'était pas anodin ce qui s'était passé. Est-ce que effectivement ce climat de menaces un peu diffuse peut favoriser la corruption à un moment donné ? Alors, favoriser la corruption, ou l'inverse, peut mobiliser, c'est tout l'enjeu, en fait, qu'on va voir actuellement par rapport à ces élections. C'est-à-dire, d'abord, Amin Kessassi s'est levé contre la menace. Il a eu ce meurtre d'intimidation qui est quand même redoutable. Avoir un frère assassiné à cause de votre engagement politique, vous imaginez un peu les conséquences psychologiques pour Amin Kessassi. Il s'est levé, il a affronté. Donc, il devient une personnalité publique bien particulière, en plus à Marseille, qui est quand même le cœur du problème en France. Et donc, les enjeux sont énormes, le visant. Et puis, derrière, vous allez avoir une foule de gens qui vont être menacés. On en parlait, des candidats, des adjoints, des représentants. Et donc, la grande question va être comment est-ce que l'État va gérer la chose. Et puis aussi, il va y avoir aussi un nouveau phénomène, c'est le secteur privé. Vous allez voir, le secteur privé va s'engouffrer. Moi, je l'ai bien connu au Mexique. Le secteur privé va s'engouffrer dans ce créneau. Et par exemple, au Mexique, vous avez des costumes blindés, c'est-à-dire des habits civils, des blousons qui sont déjà blindés, alors pour des petits calibres, mais qui sont là. Et puis, tout un système de garde rapprochée. Un système privé de sécurité
sécurité, de garde du corps privé et aussi de matériel. Exactement. Et là, on passe dans autre chose. Alors, moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des propositions d'être protégé lors de reportages que j'ai toujours refusé. Pourquoi ? Parce que être protégé, c'est aussi être visible. Oui. Et quand vous avez, par exemple, 2 gardes du corps, mais que vous avez 15 personnes, 15 assaillants en face de vous, à quoi ça sert ? Et donc, on est comme ça dans une spirale d'armement. Et en effet, c'est le chemin qu'ont pris certains pays d'Amérique latine, comme le Mexique ou la Colombie. Et en effet, il faut espérer que la France ne prenne pas le même chemin. Maurice Signolet, je vous laisse conclure. Pardon ? Je vous laisse conclure. Il nous reste 1 minute. Écoutez, il ne faut pas être non plus désespéré, il ne faut pas désespérer non plus nos auditeurs. Essayons de faire confiance quand même. Il y a une véritable prise de conscience quand même, je crois, de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui, toute tendance confondue. Donc je pense que cette prise de conscience va peut-être permettre d'élaborer des stratégies qui enfin nous permettent au moins d'avoir un embryon de réponse. Mais l'urgence est là quand même. L'urgence est là parce que ça a pris une telle dimension que, comme on disait tout à l'heure, il ne faudra pas jouer petit bras, il faudra vraiment mettre le paquet, sinon on ratera le coche. Merci beaucoup à tous les trois. Vous restez avec nous. Il est 14h30, le rappel des titres avec vous, Julia.